d'autres dimensions. Nos émissions là, c'est balayer devant portant nous, avant de nous balayer devant portant les autres. Alors je disais en créole aujourd'hui, l'émission que vous allez voir, ce n'est du tout pas les mêmes émissions. Cette fois-ci, on fait les émissions à beaucoup plus haut niveau. Alors vous allez entendre beaucoup parler français, parce que l'émission n'est pas faite seulement pour la Guadeloupe, la Martinique et la Guyane. L'émission se fait actuellement pour le monde entier. Parce que c'est l'Internet qui parle maintenant. Alors je suis avec, disons, le fondateur, pas le fondateur, mais enfin, une des fils de la famille Bichara, et qui va parler de ce qu'on appelle l'éponge madras. Alors regarde la caméra, tu te présentes et tu parles de ce que tu as dit. Henri Bichara de l'eau. Gardez la caméra là. Descendants de la famille qui ont pris le suivi de la suite de l'affaire Bichara Jean Bourgeon. Et cette société a été créée en 1933. Et depuis, nous avons pris la suite pour essayer de progresser et d'améliorer tout ce qu'on faisait auparavant et aussi de rajouter d'autres produits que nous ne faisions pas à l'époque. Alors, il faut savoir une chose, regarde la caméra. Nous sommes les seuls producteurs de sirop de sucre de canne roux. Vous savez, le sucre de canne roux aux Antilles est un sucre qui est à beaucoup d'importance, et donc nous le créons. Les autres, beaucoup de gens n'arrivent pas à réaliser ce sucre. Donc ils utilisent du sucre raffiné et du caramel dedans pour colorer un peu. Alors que nous, c'est vraiment du 100% sucre de canne. C'est l'original. L'original, c'est-à-dire c'est une qualité. C'est la meilleure qualité qu'on puisse avoir en sirop de canne roux. Et ce sirop nous permet de fabriquer le sucre de canne roux que nous mettons dans nos poches, mais aussi pour sucrer les jus, et également dans la fabrication de nos poches, et qui donne un goût vraiment très particulier à nos poches. Oh. Bon, eh bien les peuples, nous continuons l'émission. Maintenant, on va dans ce qu'on appelle Venta Befla, Venta Betla, le ventre de l'usine. Boyo Aïe. Alors on va lui donner la parole toujours à le plus connaisseur et pour qu'il puisse s'expliquer. Venta Befla, c'est quoi? Alors, comme vous voyez, tout à l'heure, je vous ai expliqué la fabrication du sirop qui est faite par ces deux bassines, chacune vous faites la cuisson jusqu'à l'ébullition de ce sirop. Et à partir de l'ébullition, nous faisons notre concentration de sirop, ce qui ramène un sirop très concentré. Ensuite, ce sirop, pour éliminer les impuretés qui sont dans ce sucre, nous avons préparé et ensuite nous avons tout un système de filtration et de tamisage de notre produit. Donc toutes les impuretés, comme vous voyez dans ces différents filtres, le sirop passe à travers et tout est retenu à l'intérieur. Et le sirop clair passe à travers dans ces tuyaux en inox, comme vous voyez, et qui part directement dans une cuve en inox. Ce sirop qui passe à travers est un milieu stérile, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de contact avec l'air, comme vous voyez, et c'est un sirop qui passe à plus de 90 degrés de température, donc milieu stérile à peu près. Ensuite, quand vous arrivez dans la fabrication, au fur et à mesure de notre production, vous avez les différentes phases des différents produits. C'est-à-dire, ce sirop est utilisé aussi bien dans la fabrication du sirop pour le sucre de canne, mais aussi dans la fabrication des sirops de fruits, comme pour les punchs. Donc c'est stocké dans ces cuves que vous voyez plus loin, avec des agitateurs où nous faisons des mélanges. Alors, je vais vous donner un exemple de fabrication. Par exemple, sur les punchs que nous utilisons, nous versons une certaine quantité de rhum dans une cuve, nous rajoutons la quantité, pour une fabrication de punch, je veux dire, nous rajoutons la quantité de fruits nécessaires dans cette fabrication, et ensuite nous laissons macérer pendant 2 ou 3 voire 4 jours ce jus dans le rhum. Après un temps de macération, nous rajoutons d'autres produits dans la formulation de notre proposition. C'est-à-dire que nous pouvons, comme ce sont des cuves avec des agitateurs comme vous voyez plus loin, ces produits sont mélangés avec d'autres produits comme le sirop de canne que nous avons préparé aussi à l'avance, et d'autres ingrédients que nous rajoutons. Par exemple, on peut mettre aussi bien de la vanille ou de la cannelle ou des ingrédients que nous fabriquons nous-mêmes. Tout est à base de produits naturels chez nous. Nous n'avons pas de composants chimiques chez nous. Le rhum agricole, c'est un bon produit. Le sirop de sucre de canne roux, dont nous sommes les seuls à le fabriquer aux Antilles. Et évidemment, des jus naturels.
Donc il n'y a pas plus de naturel que nos produits, aussi bien dans les sirops que dans la partie de fabrication des poches et des liquides. Alors, si vous voulez plus loin, si nous nous rapprochons de la partie fabrication, vous avez des phases, par exemple, ça c'est un compteur de produits, c'est-à-dire les différents produits que nous allons mettre dans la fabrication du produit final, c'est-à-dire la quantité de rhum que nous mettons, la quantité de jus, la quantité de sirop que nous rajoutons au produit. Tout est compté au millilitre près. Donc vous avez, et ça se fait automatiquement. Donc dès que ça arrive à la quantité nécessaire, elle s'arrête automatiquement, la pompe s'arrête automatiquement. Ensuite, vous avez une phase de stabilisation des produits avec de l'homogénéisation. Tous ces produits dans une phase de stabilisation des produits, parce que comme vous le savez, au niveau du poche coco par exemple, nous essayons de stabiliser le lait de coco dans le rhum, ce qui permet d'empêcher d'avoir des bouchons au niveau de lait de coco de remonter à la surface. Donc c'est une stabilisation tout à fait naturelle qui se fait uniquement par phénomène physique. Donc pas de produits artificiels pour réaliser ce type de produit. Ensuite, vous avez tout le long des cuves des tuyaux en inox qui vous ramènent jusqu'à la partie conditionnement. Alors les produits, dès qu'ils sont terminés dans une cuve, sont renvoyés dans des cuves plus loin qui sont en attente de la mise en bouteille. Vous voyez? Donc toute la phase, vous avez des filtres aussi. Alors certains produits plus sophistiqués, nous sommes obligés de passer par un système de filtration, ce qui permet de raffiner un peu plus sur le produit. Et voilà, donc vous avez une phase de production du sirop comme vous avez vu depuis le début, une phase de fabrication des ponches et du sirop tous les sirops de fruits qui sont mélangés aussi dans ces cuves avec des agitateurs. Et également, et une phase que je ne vous ai pas trop parlé, c'est qu'on utilise beaucoup de rhum ici, de rhum agricole. Et nous améliorons ce rhum agricole, nous le raffinons un peu plus. Nous faisons un système de raffinage supplémentaire après la distillation, ce qui donne à notre rhum un goût un peu plus raffiné et plus fin. C'est pour cela que nous avons lancé dernièrement dans la gamme d'Arboussier, le rhum agricole d'Arboussier, mais premium. Pourquoi? Parce qu'il est plus raffiné que les autres rhums. Ce qui nous donne, et dans la fabrication de nos produits, ça améliore la qualité de notre produit final. Alors, je vais te demander quelque chose. Ça sert à quoi ça? Alors, ce matériel nous sert à stabiliser certains produits comme les jus qui sont dans les poches, etc. C'est donc très sophistiqué, faire un mélange en éclatant les molécules au maximum. C'est un phénomène physique, donc pas un phénomène artificiel, donc uniquement physique, ce qui permet aux produits d'être stables dans la composition des produits. Évidemment, il peut toujours avoir des petites dégradations, mais très léger. Ce n'est pas un produit qui va complètement se séparer l'un de l'autre. Vous avez quand même une homogénéité du produit qui se fera à partir de ce matériel. Toutes ces tubes-là, pas que les tubes-là. C'est l'idée qu'on fait ici, et nous c'est l'idée que sont commandants. Non, ce sont des cubes qui ont été fabriqués en métropole, en métropolitaine. Alors il y a une partie qui vient de la région d'Alsace, la fabrication d'Alsacienne, une autre cube de la région du sud-ouest, et d'autres que nous avons pu avoir aussi d'Italie ou d'autres. Mais la plupart sont fabriqués en France. Toutes ces cubes sont fabriquées à 90% sont fabriquées en France. Ici on peut faire certaines choses, par exemple l'installation de la tuyauterie, tout ça nous passons par des artisans qui font de la soudure inox, et toute l'installation est faite par nos artisans inox, qui sont, comme vous voyez, la tuyauterie comme vous voyez ici, et même certaines modifications des cubes, parce qu'il faut modifier certaines cubes à nos besoins, à nos propres besoins. Donc le fabricant ne connaît pas, que nous connaissons, pour améliorer le produit, donc nous avons fait des modifications, et ça ce sont nos petits artisans qui sont de l'inox, et qui vont réaliser ces Alors les pères, pour mon regarder, pour ceux qui regardent l'émission, eh bien on est à l'usine Madras. Qui veut dire qu'ils font des liqueurs en Guadeloupe, qui font des pots, qui font toutes les liqueurs, quoi. Sirop, etc. Alors c'est à Madras, on est en Guadeloupe bien entendu. Alors on va rentrer dans la salle de conditionnement. Voilà. Alors les pères, vous allez voir des inventions, vous allez voir des choses que les ingénieurs ont pensé pour pouvoir travailler. Bon, eh bien on va regarder, nous montrer Kakina monter. Alors, c'est une salle complètement fermée, avec rafraîchissement de l'air infiltré. C'est la salle de conditionnement. Alors, cette salle de conditionnement est composée de plusieurs éléments d'automates
qui nous permet d'avoir un conditionnement ultra sophistiqué et rapide. Alors je vais vous expliquer exactement comment fonctionne cette partie de la salle. Ici vous voyez au fond de la salle une partie où on dépaletise. Les bouteilles sont dépalettisées par couche complète, sont déposées sur un tapis et les bouteilles arrivent en file indienne pour entrer dans la partie remplissage. Alors dans cette partie remplissage, vous avez 3 phases. C'est un remplissage monobloc. C'est-à-dire que vous avez rinçage des bouteilles à l'alcool, ce qui permet de stériliser les bouteilles. Parce que les bouteilles, même si elles sont neuves, elles sont propres, mais par mesure de précaution, nous donnons un rinçage à l'alcool à 70 degrés. Alors c'est là, hein? C'est là, exactement. Le mec est là, donc on va aller là. Là, c'est la rinçage. Le rinçage des bouteilles. Oui, les bouteilles sont neuves, elles sont propres, mais par mesure de précaution, dans l'air, il y a des micro-ondes, donc on donne le rinçage. Ensuite, les bouteilles sont l'alcool et retombe automatiquement, parce que la bouteille est remise, les dernières bouteilles tombent et l'alcool est recyclé automatiquement. Alors, vous avez le remplissage, vous avez 32 becs de remplissage. Alors, les bouteilles passent, elles rentrent et elles sont remplies de côté. Vous voyez, elles sont terminées. Et là, vous avez la phase de capsulage. Donc, il y a 3 éléments de ce monobloc. Rinçage, remplissage, capsulage. Et suivant les formes de bouteilles, vous avez des types qui changent, qui sont à 70 sur un litre. Et en même temps, cette machine, dès que vous avez terminé votre produit, vous avez un système programmable ici qui vous permet de laver la machine automatiquement jusqu'à la convocation où le produit se succède. Donc vous avez un système d'hygiène très poussé où on peut passer d'un produit à un autre, où on est sûr du lavage de la machine. Vous voyez, vous avez un rinçage qui se fait automatiquement, vous avez un agent de stérilisation qui se met en route aussi pour stériliser la machine intérieurement et une phase de rinçage à nouveau. Et dès que c'est terminé, la machine se remet en position pour conditionner un nouveau produit. Alors les pères, vous voyez comment la maison Madras est organisée. Vous voyez des machines qu'ils devaient commander. Est-ce que vous avez commandé ça spécialement? Vous savez que pour réaliser une machine comme ça, chaque fabricant a sa méthode. Donc vous avez une certaine... nous demandons aux fabricants des spécificités spéciales à leur production. C'est-à-dire on a fait des modifications dans la machine type qu'ils avaient. On leur a demandé par exemple au niveau du rinçage, quel type de rinçage que nous désirons. Ensuite on a le système de remplissage, en sachant que nous avons des produits qui sont mélangés avec des jus, non avec de la pulpe, donc il faut que les becs de remplissage soient plus larges que d'habitude. Ensuite, lui il a fait quitter là. Alors lui, il est en train de régler parce qu'il avait un problème de blocage de capsule. Donc automatiquement, la machine va s'arrêter en disant il y a un manque de capsule quelque part parce qu'il y a un blocage. C'est la machine qui s'arrête automatiquement. La machine s'arrête automatiquement en cas de manque. Bon, ça arrive quelquefois qu'une bouteille passe sur cette capsule. Donc là, on le voit, on la ramène comme il le fait actuellement. Les bouteilles qu'il a mis là, est-ce qu'après ils vont les mettre? Oui, ce sont des bouteilles qui sont normalement remplies. Oui. Il manque juste la capsule. Alors, les bouteilles qu'il a mises de côté sont des bouteilles qui sont bien remplies, qui sont correctes. La seule chose qui manque, c'est une capsule. Donc, il va faire redémarrer la machine et à partir du moment où il va laisser de la place vide pour remettre les bouteilles dans la partie où il manque une capsule. Donc, il va mettre dans le circuit de capsulage. Alors, pour revenir un peu au système de capsulage que vous avez ici, on a au moins 6 formats. Vous avez la capsule qu'on met actuellement, qui est une jupe longue en aluminium. Vous avez la capsule jupe courte, tout cela est pour changer les goulottes et aussi le dispositif au-dessus du bol de réception des capsules. Alors, les capsules, vous avez un bol de réception en haut. Les capsules viennent d'en bas. Ils sont stockées, toutes les capsules. Elles montent automatiquement, elles sont remplies. Quand le bol est rempli, le système arrête de faire monter les capsules. Elles descendent par la goulotte de descente et elles vont. Alors, pour chaque format de capsule, on change cette goulotte. Vous voyez? Et on veut faire, par exemple, un autre système. Par exemple, pour les sirops, on va changer complètement le système avec la tête de sertissage. Pour les sirops, nous mettons des bouchons
à pression. C'est-à-dire que ce ne sont pas des bouchons à vis, mais des bouchons à pression en plastique. Comme nous les faisons avec bec verseur. Donc là, c'est les becs, au lieu de tourner comme ça, c'est les becs qui vont enfoncer la jupe. Donc la jupe va descendre toujours par le même système de boulot, un modèle différent bien sûr, et en même temps enfoncer le bouchon dans la bouteille. Ok. Voilà. Alors, et notre fabricant nous a dit, parce que nous, on a parlé de spécificité de notre machine. Ah ben, on a demandé à notre fabricant que nous voulons une seule machine de capsulage pour tous nos différentes bouteilles. Il a dit, mais c'est un peu difficile de dire, il faut faire un effort parce que nous sommes dans un petit pays et il nous faut produire beaucoup de produits pour pouvoir rentabiliser notre affaire. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Ils nous ont inventé, ils ont créé un système et ils nous ont dit, à la fin qu'ils ont terminé, ils nous ont dit, monsieur Bichara, vous savez, c'est la première fois que nous mettons dans une même machine autant de capsules différentes dans le monde. Et, et vous savez que nous sommes parmi les plus grands vendeurs de capsuleuses dans le monde. D'accord. Des drapeaux de l'Europe un peu partout de la Guadeloupe. Alors, ces drapeaux-là, ça représente quoi? Alors, il faut dire une chose, que vous savez, la Guadeloupe, c'est un petit pays. Oui. Nous avons 400 000 habitants. Oui. Si on compte la Martinique, on va monter à 900 000, 450, 450, 900 000. Oui. Vous prenez la Guyane, 250 000, vous arrivez à 1 million. C'est un petit marché. Cette même machine en métropole, achetée en métropole, pour le même prix de produit, ils ont 60 millions d'habitants, 65 millions d'habitants. Plus, ils ont l'Europe autour. Nous, nous n'avons rien d'autre. Vous voyez ce que je veux vous dire? Donc, pour rentabiliser une machine comme ça, il faut une forte population. Donc, qu'est-ce que nous, les DOM, nous avons pu avoir? C'est-à-dire, nous avons pu obtenir de l'Europe une aide qu'on appelle le FEDER, qui nous aide, qui nous donne des subventions pour baisser le coût de la machine. Ce qui nous permet de mieux rentabiliser cette machine et de pouvoir financer, parce que c'est un financement qui est quand même très important. Vous voyez? Donc ça nous a permis d'acheter ce matériel. Mais en plus du système d'aide européen que vous avez, parce qu'on affiche pour vous montrer quand même, grâce à l'Europe, nous avons cette machine. Oui. Mais aussi, il faut dire une chose aussi, que grâce à la défiscalisation, ça nous a permis de faire des actionnaires qui sont en métropole, des gens qui ont de l'argent, d'investir pour nous. Au lieu que c'est nous qui finançons l'argent, c'est eux qui financent l'argent. Vous voyez? Donc, ils sont obligés de mettre une certaine somme et nous prenons la différence. Vous voyez? Après, et au bout de 5 ans d'utilité de cette machine, après 5 ans, de la défiscalisation est terminée et tout, cette machine nous revient de plein droit. Vous voyez? Donc, ça nous a permis de réduire les coûts et en même temps de rentabiliser nos machines au bout de 5 ans. Alors c'est ça, c'est pourquoi ça représente l'Europe. L'Europe. Ensuite, les bouteilles sont étiquetées, comme vous voyez, elles ressortent avec l'étiquetage, où il y a le nom du produit, des ingrédients et l'étiquette. Cette étiquette nous dit qu'est-ce qu'il y a réellement dans le produit en regardant les ingrédients. Alors si j'ai compris, c'est à partir de là que l'étiquette. Voilà, c'est à partir de ce côté, la bouteille est prise à charge et envoyée dans le secteur où il y a la première étiquette, ensuite une deuxième étiquette à l'arrière. Et vous avez certaines bouteilles qui en prennent 3 étiquettes, d'autres qui en prennent 4. Donc c'est une machine très sophistiquée de ce côté-là. Alors là, il y a quelques étiquettes là. Voilà, c'est ça. Elle est guidée automatiquement vers la prise d'étiquette qui se fait au fond. Vous voyez? Et la deuxième étiquette se prend automatiquement. La bouteille fait un tour pour reprendre à l'arrière. Oui. Alors les peuples ont mis toute vite à la mamelle. Voilà. Ensuite, il faut savoir que toutes ces machines, on peut aller jusqu'à 5500 bouteilles à l'heure. Donc, 5500 bouteilles à l'heure. Ce qui nous donne une forte cadence au niveau des produits. Alors pourquoi cette forte cadence pour nous? C'est parce que nous fabriquons beaucoup de produits chez nous. Et pour pouvoir suivre le rythme de la production, il faut savoir changer les machines rapidement, que la machine se lave rapidement, qu'il y ait une vitesse rapide entre chaque produit, pour que dans une journée, on puisse produire 3 voire 4 produits différents. Voilà pourquoi on a une rapidité aussi performante. Il va t'étiqueter, mais mettez, il y a des étiquettes dessus. Voilà ce qu'on appelle l'évolution, voilà ce qu'on appelle invention, voilà ce qu'on appelle rénovation. Voilà pourquoi je me bats, je me dis, il faut inventer, il faut rénover.
Il m'a tout montré bien. Jean, ça a passé. Là, il n'a pas rentré sans étiquette. Voilà. Là, il a sorti avec étiqueté. Voilà, les premiers sortis avec étiquette à yon. Madras. Il y a tellement d'explications à expliquer. Alors, Bichara a expliqué ça encore débité. Qu'est-ce que c'est qui peut expliquer ça? Alors, ici, quand ça sort au niveau de l'étiquetage, on a étiqueté la bouteille est déjà terminée, prête à être consommée si vous voulez. Mais en plus, c'est une obligation, c'est la loi, de mettre un numéro de lot sur la bouteille. Vous avez ici un numéro de lot qui est envoyé par un jet d'encre automatiquement. Ce jet d'encre nous donne ce numéro qui nous dit la perspective de la traçabilité du produit. C'est-à-dire, si un jour il y a un problème sur le produit, dans un rayon quelconque, ce numéro nous dira quelle fabrication, à quelle date, à quelle heure ce produit a été fabriqué. Ce qui nous permettra, s'il y a un problème, d'enlever tous ces numéros de lot dans tous les magasins qui ont toujours ces numéros dans leur rayon. Voilà. Et en plus de ce numéro de lot, quand nous faisons des sirops, par exemple, qui sont des produits périssables, parce que là, il y a de l'alcool, on ne met pas de date de péremption, mais par contre, les sirops, nous mettons des dates de péremption en plus. Ce qui nous donne une date de péremption sur le produit. Ok. Alors, les gars, on va continuer. Alors, à présent, le produit est terminé, comme vous voyez, et nous allons rentrer dans la phase d'encartonnage. Et cette phase d'encartonnage, c'est quoi? Elle se distingue par 3 matériels différents qui vont nous permettre de prendre la bouteille et de la mettre dans un carton bien spécifique. Alors, cette machine, c'est la formeuse de carton. Vous voyez, ça prend le carton et ça l'ouvre automatiquement. Le carton est à plat ici, et vous avez le système de ventouses qui prend le carton et l'ouvre en même temps. Ce qui permet, et ensuite le carton est renvoyé dans la partie où on met la bouteille. Vous pas regarder, mais il y a tellement de carton. Donc, les là, je reprends à la mamelle, etc. Tellement de choses à regarder parce que tout se fait automatiquement et tout se fait à la seconde près. Par exemple, on regarde ici. Là, ça dépose les bouteilles, mais il faut regarder aussi. Ça prend bouteille en bas là. Voilà, ça prend. Voilà les pètes. Alors, Bichara, nous. Alors là, c'est le système, toutes ces machines sont commandées par un système pneumatique. C'est-à-dire c'est l'air qui fait en sorte de commander un peu la machine et d'aspirer un peu les bouteilles et les prendre et les poser directement dans le carton. De même que la ventouse que vous avez vu tout à l'heure pour ouvrir le carton, c'est un système pneumatique également. C'est-à-dire il y a une ventouse qui est faite par de l'air avec un système de ventouse fait pour le carton pour l'ouvrir et le renvoyer après dans la chaîne de conditionnement. Là, vous voyez, elles sont retenues pratiquement par des pinces, mais ces pinces sont commandées par de l'air. Vous voyez, c'est pour ça qu'on appelle le système pneumatique. Ouais, l'idée, les peuples, l'idée, c'est ça qu'on crie l'idée. Les gens ni l'idée en tête à yo. Ah ben voilà, voilà, le carton est rempli. Le carton est rempli. Je passe sur les cartons rentrés, les cartons remplis, pas rentrés. Comment ça s'appelle ça, Alors ça c'est le carton, la scotcheuse de carton. C'est-à-dire un système qui est scotch au-dessus du carton et au-dessus du carton qui ferme le carton. Vous voyez, c'est un scotch de scotch, vous voyez. Ici, il y a les deux rouleaux. Le rouleau du dessus permet de fermer le carton au-dessus et celui du dessous pour la fermeture d'en bas. Et le rouleau de scotch qui est sur le bas permet de scotcher la fermeture du carton vers le bas. Vous le dire là et en bas là. C'est fermé. C'est fermé. Ouais. Le carton est prêt à être vendu. Ok. Alors, le fait que nous pas prendre quand même vous montrer ça qui ça va passer. Alors, à partir de là comme ça, à partir de là comme ça, regardez les gens qui sont Yep! Yep! Tout le monde. Ça c'est qu'est-ce que tu gagnes. Là. Là.
Alors les pépicas scotchés, regardez bien. Voilà ce qu'on appelle la technique. Voilà ce qu'on appelle l'évolution. Ouais. Invention. C'est ça qu'a dit inventé. Inventer, ni l'idée. Faites un travail. Ça. C'est ça travail. Le vrai travail. Et c'est pour ça qu'on va colère. On va dire toujours enragé, toujours colère. Bon, alors Michel va gâcher les mains. On va fouiller. Ou pas besoin. D'abord. Alors, là, nous arrivons maintenant. Alors là, on arrive de la partie où on arrive de la phase derrière nous où nous mettons les cartons sous palette. Les cartons sont gérés par palette, de 100 ou 80 cartons à la palette. Et ensuite, vous avez on filme les palettes pour empêcher que les cartons ne tombent par la suite pendant le transport. Donc là, c'est uniquement la partie mise sur palette. Voilà. C'est la phase finale, si vous voulez, de la palette. Ok. Bon, terminé. Avec les blancs, voilà, c'était madras. Je vais regarder le madras, tout employé là, etc. Après ça, si vous avez fait les employés du démo, parce que les employés de l'État pas parler, ni ça qui ça parlait, ni ça qui ne pas parler, etc. Et ça, merde. 20 heures à travail. 20 heures. Et qu'est-ce que ça va passer ici là? Ah, Dieu moi, pas bon. Par contre, un boy pas bon. Tout là. Tout là? Ouais. Alors pendant, on leur demande une augmentation. Mais ils ont ça très bien. On l'a pas dit, ça n'a pas de machine. Non, mais c'est une machine là, vous oui, mais bon, mais parce que ça, c'est bien. Ça a besoin de la cuisine. Ah non, pas du tout. Non. C'est pas de ça. Oui, ouais, bon, mais où ça va? Vous avez embarrassé le ciel là. Parce que vous avez attaqué. Ouais. Là, on va payer bien, mais ça va qu'est-ce que tu veux? Ouais. Vous savez, on n'est jamais content de tout ça, hein. Parce que moi-même aussi, on va payer moins, mais comment c'est tout, hein. Ici aussi, on va payer, mais comment c'est tout, hein. Parce que là, on va chercher des biens non plus, parce que là, on a une responsabilité d'accord. Si comptable. Je dis que vous qui a appris là. Parce que c'est le travail, c'est comptable. Oui, on va porter mon débat aussi, hein. Oui, mais c'est normal. C'est nous, hein. Non, mais c'est normal, si on se travaille, si vous travaillez, c'est pour aider. Pas bon, on paye là. Mais comment que tu veux? Comment que tu veux? D'accord. Eh bien, quand on va passer, c'est nous comment que tu veux? Toujours. On va toujours l'avoir. Ça va changer, parce que ça Non, au contraire. Mais il est proche d'un employé qui est fort, qui parle avec nous, quand ils ont besoin de quelque chose, ils savent où venir nous voir, on discute ensemble. Chaque année, on a des discussions avec eux. C'est pour augmenter un peu, sans problème. Tous les ans, leur salaire augmente, sans problème. On a des augmentations, surtout systématiquement, chaque année. Et ils le savent, il avait dit à la fin que c'est quand même, s'il est bien payé, ben c'est sûr que chaque personne va une sorte. Oui, tout le monde toujours l'augmentation. C'est normal. De ce côté-là, non. On a une équipe qui est vraiment parfaite. Ce sont des gens qui ont commencé à travailler avec nous. C'est moi qui ai commencé à les embaucher depuis à l'époque. Il a dit que ça fait 20 ans. Mais il y en a d'autres qui sont là depuis plus de 20 ans avec nous et qui ont commencé à travailler. Qui sont avec les vidéos, ça veut dire que on respecte tout le monde, on respecte nos employés, comme eux nous respectent. Il y a une entente parfaite entre nous. Quand un a un problème, il vient nous voir, on discute ensemble, il n'y a pas de problème à ce niveau. Ils peuvent vous le dire. Allez, voilà le patron. Exemple pour des patrons, malheureusement, qui malhonnêtes, parce qu'il y a tellement de patrons malhonnêtes. Parce que les patrons, nous, on dans une malhonnêterie. Nous, loin de gens qui malhonnêtent. En même temps, nous avons un bonjour aussi pour tous les patrons de la Guadeloupe. Parce qu'en France, ça fait honneur et respect aux patrons. Vous avez dit ça, honneur et respect aux patrons. Ok. Et bien, les peuples, quand nous devons avoir encore. Qui montrer quand même comme lui des investissements importants. On va la caméra. Exactement. Si vous voulez, bon, ça c'est la partie production avec le matériel et tout, mais aussi la gestion du stock des matières d'emballage et des matières premières qui sont importantes. Et tout cela, en Guadeloupe, on est obligé de stocker pendant 3 mois, d'avoir des stocks pendant 3 mois pour ne pas être en rupture. C'est pas comme en métropole, la même usine en métropole, tous les 2 jours, ça fait livrer ses bouteilles, ça fait livrer ses cartons.
je fais livrer ces matières premières. Nous, c'est pas pareil. Il faut être en bateau. Il faut qu'il y ait le temps de programmer l'embarquement. Donc tout ça est programmé sur 3 mois à l'avance. Donc on a des stocks ici de bouteilles qui sont de 3 mois. Les stocks de carton de 3 mois, voire même plus. Le stock de capsules, parce que comme ce sont des produits qui sont difficiles à fabriquer et d'avoir, pour vous dire, je passe commande aujourd'hui, je vais être livré dans 10 jours, non, c'est pas ça. Ils vont fabriquer pour nous spécialement pour nous, et nous envoyer la commande. Alors ça peut durer 1 mois, 1 mois et demi. Donc nous faisons un stock de 3 mois, un stock tampon de 3 mois ici en Guadeloupe. C'est-à-dire qu'il nous permet d'avoir des charges supplémentaires, c'est-à-dire des charges. Il faut avoir la place dans l'entrepôt pour pouvoir stocker cette marchandise, ça nous coûte de l'argent, l'entrepôt. Ça nous coûte de l'argent de financer ces emballages avant qu'elles ne soient mises dans la partie de conditionnement. Et aussi financièrement, donc ça nous coûte cher. Donc par rapport à une société en métropole, qui elle se fait livrer tous les 2 jours, c'est autre chose. Ça se fabrique en France même, ou dans notre pays à côté. Christian, c'est ton frère, ouais. Oui, Christian. Il me disait. Il ne faut pas oublier, c'est une société familiale ici. Oui. On a pris la suite du père. Oui. Il a créé en 1933. Donc après ça, les enfants ont repris l'affaire en 1984. Oui. D'accord? Donc c'est toujours la même affaire. Il a continué et puis on a essayé, on a fait progresser, et on a fait évoluer, et en sachant aussi qu'on a créé tous les ans, on crée toujours un produit, 2 produits, parce qu'il faut suivre l'évolution des consommateurs. Il ne faut pas penser, ah on est là, on est peut-être leader sur le marché des produits, il ne faut pas créer d'autres produits, il ne faut pas suivre l'évolution des marchés. C'est pour ça qu'on part souvent en Europe pour aller voir les différents marchés, les salons, pour voir comment les marchés se font là-bas, et pouvoir de notre côté évoluer par rapport au type de produit, quelle évolution on pourrait amener à notre produit pour avoir un plus et satisfaire le consommateur. Voilà. Alors j'allais te poser une question, après j'allais te dire quelque chose parce que j'ai discuté avec le frère Christian. Christian me dit, il y a déjà proposé pour pouvoir faire des bouteilles en Guadeloupe, parce qu'on a déjà la matière première, le sac, et Christian me disait jusqu'à présent ça ne s'est pas encore fait. Alors je lui ai dit, est-ce que tu as déjà proposé ça à la mission, proposé ça au général, proposé ça à le maire de la Guadeloupe, à les responsables. Parce que de faire des bouteilles en Guadeloupe quand même, ça c'est des créations d'emplois. Oui, alors je vais te l'idée un peu. Une usine de bouteilles, c'est très sophistiqué et ça coûte très cher. Tu as vu, en Europe, tous les fabricants, les gros fabricants de bouteilles se sont unis pour former des groupes. Et tous les petits ont disparu ou bien se sont lancés sur des bouteilles bien spécifiques, des bouteilles qu'on appelle de styles différents, ou d'habillage, ou des bouteilles très chères. Fabriquer avant une usine ici, ça va nous coûter très cher. Premièrement, la matière première, comme tu dis, c'est le sable. Mais en Guadeloupe, on n'a pas suffisamment de sable. Tu vas prendre le sable où? Il va falloir aller prendre dans le fond de la mer, ça va te coûter cher. Alors qu'eux, ils ont le sable à leur portée de main là-bas, au niveau du sol. Parce qu'on ne va pas dégarnir nos plages pour aller faire des bouteilles. Nous n'avons pas assez. Donc, ce n'est pas réalisable vraiment de créer une usine de bouteilles ici. Et deuxième exemple que je peux te donner encore, ça risque de ne pas être rentable pour nous. Pour avoir une usine comme ça, la plus petite soit-il, au niveau de la fabrication de bouteilles, il a fallu qu'on ait tout le marché caribéen. Or ça sera impossible. Parce qu'au prix des bouteilles qui viennent de Jamaïque ou de Trinidad, on n'aura jamais ce marché. Ils font des bouteilles à la Jamaïque. Ils font des bouteilles à la Jamaïque. Mais ils ont essayé de nous imiter, de venir ici et nous vendre leurs bouteilles, qui étaient une bouteille un peu moins chère. Pas tellement moins cher, mais au niveau du transport, ça nous revenait à peu près au même prix que la métropole. Mais comme l'approche était plus courte, donc ça nous intéressait à un moment donné. Mais le problème, les bouteilles étaient très irrégulières. Et quand on a des machines aussi sophistiquées que ça, ça nous cause des problèmes et ça nous abîme le bec de remplissage, etc. Donc on a supprimé cet achat de bouteilles vers ce pays de la Cameroun. Ok. Eh bien voilà les gars, nous, Bichara, nous allons montrer d'autres bouteilles encore. Ici, vous voyez, vous avez les cuves de vieillissement des rhums vieux. Ce sont des fûts vides pour le moment. Ce sont des fûts en chêne qui sont spécialement prévus pour le vieillissement du rhum vieux. Alors, comme vous savez, pour avoir l'appellation rhum vieux, le nom vieux sur une bouteille d'un produit, il faut absolument que ce produit soit mis en fût de chêne, mais également vieilli pendant 3 ans consécutifs.
C'est-à-dire, tant qu'il n'y a pas ces 3 ans, vous ne pouvez pas l'appeler rhum vieux. Et si vous avez sur une étiquette, vous voyez un rhum coloré et autres, mais qu'il n'y a pas le mot vieux, ce n'est pas un rhum vieux. C'est un rhum coloré, si vous voulez. Alors, ce vieillissement se fait, on remplit ces fûts avec du rhum blanc, le rhum agricole. Et ensuite, comme vous allez voir par la suite, alors ici c'est la partie où on laisse vieillir le rhum. C'est un dépôt qui est complètement fermé, on laisse fermer, on vient de temps en temps vérifier s'il y a une rouge, qu'il n'y a pas de fuite, qu'il n'y a pas de dégâts ou autre dans les fûts. Donc il faut observer et on laisse vieillir le rhum. C'est là ça passe les 3 ans. On l'oublie, si vous voulez. Alors nous avons... On entre ici dans la partie alors on rentre ici dans la partie préparation de ces rhums vieux. On met le rhum blanc dans ces cuves. On fait un tout mélange avec le degré que nous désirons au départ de ce rhum. Ensuite, au bout d'un certain temps, on prend ces rhums. Vous avez des cuves ici de 5 ml chacune et d'autres de 2500 qui sont dessus. Et après, elles sont déversées pour remplir, elles sont utilisées pour remplir les fûts, comme vous avez vu, de 250 litres, voire 300 litres. Voilà. Et ces fûts, comme vous allez voir, on va les stocker. Alors, après ce temps de fabrication, nous allons remplir les fûts vides, que vous avez vu en bas. Nous les remplissons et nous les stockons ici sur des étagères. Alors, là, on ne les touche plus après. Dès qu'on les a remplis, on ne les touche plus. Sauf de temps en temps, pour les agiter, les transférer, les agiter une fois par an, pour faire un petit mouvement des barils, ainsi que des fois des transferts, on peut faire des transferts également. Mais normalement, on ne les touche plus, on les laisse. Au minimum 3 ans. Après 3 ans, on peut commencer à l'utiliser pour avoir l'appellation rhum vieux. Mais si nous voulons garder plus longtemps, nous les laissons 4 ans, 5 ans, voire 10 ans, voire même plus si vous voulez. Alors vous avez ici des étagères, tous les fûts sont numérotés, vous avez des numéros sur les fûts. Ça représente tel fût a été fabriqué, tel numéro va correspondre à une fabrication de telle date, de telle année. Et on pourra utiliser ce fût comme garantie, comme quoi nous avons vraiment fait vieillir ces fûts, ce rhum dans des fûts. Alors, tous ces barils-là, c'est des barils sous commande pour vous expressément, eh bien vous achetez ça comme ça. Ah non, mais ce sont des barils qui sont fabriqués soit en métropole ou ailleurs, mais par exemple, on utilise beaucoup ces barils pour fabriquer, pour faire vieillir le cognac, parce que le rhum vieux, il ne faut pas oublier que c'est la même méthode de production que le cognac ou l'armagnac. C'est la même méthode. Donc on utilise pratiquement, quand ils fabriquent des fûts pour l'armagnac ou le cognac, mais ils fabriquent aussi pour les rhummiers. Voilà. Donc nous on achète aussi ces mêmes barriques chez ces fabricants qui se trouvent. Alors je vois que vous avez quand même une bonne stock là. Une grande stock, une bonne programme. Ah oui, on a pas mal de fûts stockés. Et aussi nous allons agrandir, comme vous voyez, de l'autre côté. Bien, tranquille. Bon, eh bien, nous la maison Madras, nous montrons tout appareil à Madras, nous montrons tout investissement qu'ils fait, nous montrons tout travaux qu'ils mis. Eh bien, là, nous avons besoin de résultats à Caïsine Café et ce qui est café. Alors là, nous avons Christian parler parce que Christian, lui aussi, il connaît sur de la maison. Alors, Christian, pour le mot de la fin, parce qu'elle va monter toutes les gammes de tout ça, je peux faire comme cocktail, comme tout ceci, etc. Alors, comme Nicolas est présenté, oui. Parce qu'il faut regarder les caméras là. Je suis Christian Bichara, donc un des associés, puisque c'est une affaire familiale. Oui.
L'affaire avec tous mes frères, donc nous sommes associés dans cette affaire de Madras que nous avons hérité de notre père. Alors il faut signaler que nous sommes en 2013 et qu'en fin d'année nous allons fêter les 80 ans de Madras. 80 l'année de Madras, Ouais. ça il faut le faire. Oui, parce que notre père a créé cette industrie en 1933. 1933, mon pays, écoutez bien, Une industrie. 1933. Ouais. Et donc, il était à l'époque à la rue Barbès, était à la rue Barbès, ensuite il est allé à l'assainissement, après un incendie. Et maintenant, depuis 1976, nous sommes installés à Jarry, dans les locaux que vous venez de visiter. Et nous fabriquons tous ces produits que vous pouvez voir. Donc, nous sommes leaders sur le marché en Guadeloupe. Est-ce que maintenant l'entreprise comme ça, commander travail, commander manque de sommeil, commander quand il va crier énergie tout bonnement? Ah, énormément, parce que là, ce n'est pas un commerce acheter et revendre. Il faut prévoir aux nouveaux produits, il faut fabriquer, il faut faire des essais. Il y a des travaux en laboratoire, il y a des travaux de marketing, il y a des travaux d'investissement, surtout quand on parlait d'investissement, c'est un but important, puisqu'il faut aller voir ces machines-là, les machines les plus performantes, les machines les plus rentables et tout. Ce que nous avons, puisqu'on voit toutes ces machines modernes, il est robotisé au maximum. Et donc c'est un travail d'investissement énorme. Et heureusement que nous sommes plusieurs dans l'affaire, puisque c'est toute la famille, c'est un travail collégial avec tous les frères qui permet d'avoir toute cette gamme de produits. Et c'est effectivement, ça demande quelquefois des nuits blanches et beaucoup de travaux de réflexion, etc. pour plaire à la demande de ces produits. Ouais. Alors, je pose une question, parce qu'il paraît, il semblerait, on prétend, je dis, là, on vrai, qui j'ai envie de dire ça, parce qu'on vous a parlé des Blancs, vous avez parlé des Nègres, on vous a parlé des Milliards, vous avez parlé des Indiens, et il paraît, il semblerait, on prétend qu'à présent, on va nous doit dire ça, parce que ça s'appelle l'appel à la haine raciale, ça passe la discrimination, enfin, il faut ça tellement non. Maintenant, je me demande, parce qu'il paraît, les Blancs, qu'avant dans notre entreprise, qu'à laissé notre entreprise pour Timounaï, il a dit que Timouna fait on fait ensemble, il considère que Timouna acheter l'Isina, parce que s'il baille comme ça, Timouna a lapidé, est-ce que pas par autres, on fait ensemble? Non, pas du tout. Non, pas du tout. Non. Lui, c'était plutôt un système sur. Il apprend nous travail, c'est ça, c'est le laboureur et ses enfants. Il ne pas laisser l'argent, il ne pas laisser. Il montre nous qui gens pour travail, il laisse une usine avec comment fabriquer ces produits-là. Et tout frère moi, nous apprendre à fabriquer ces produits-là, ça. Donc c'est pas une question de. Effectivement, il y a des entreprises, parents qui vendent l'entreprise pour Timouna, qui ont essayé Timouna pour un français boulique, ça peut arriver. Ouais. Mais là, ce n'est pas le cas, c'est surtout pas des secrets de fabrication, c'est une façon de travailler, une façon d'apprendre ce travail que nous avons appris, hérité, parce que à la limite, papa nous, il laissait nous une entreprise quelquefois qui était déjà en difficulté, parce qu'il était déjà vieux qu'à travail, et il nous prend la relève. Mais c'est surtout, il montre nous qui gens pour travailler, et laissez-nous, on savoir-faire, c'est ça le plus important. Et pourquoi ça j'ai marqué si de père en fils? On m'a pas mis dans la tête à moi. Parce que ça, nous l'objet qui marqué de père en fils. Ouais. Pourquoi ça j'ai marqué? C'est son l'idée, on va nous là, peut-être que. Non, mais de père, oui, c'est bon, nous peut faire, mais. Vous savez, avant, ça n'a pas crié Madras, c'était la marque Bichabou. Vous savez, on va filmer les bouteilles de marque Bichabou, puisqu'à l'époque, c'est la contraction de notre nom, Bichara Jabou, et papa t'es fait marque là, c'était la marque Bichabou, qui vient après Madras. Donc déjà, Bichara Jabou, il y a le nom familial, les trucs, mais de père en fils, pourquoi pas, peut-être un jour nous peut faire. D'accord. Parce que pourquoi on dit ça? Parce qu'il y a des cas parler avec le père Mouvalet, et le père Mouvalet ne peut pas parler de ça. Bon. Eh bien, Christian, alors là, nous avons toutes les gammes qui sont faites là. Alors, les peuples, quand ils ont crié, c'est des cocktails. Tout canard, c'est nous, tout sirop, c'est nous. Et là, ils ont mis les choix parce que millions, 2, 3, 4, 5, 6, enfin, si c'est moi compté, alors, caméraman, fait ces gens regarder toute gamme là qu'il a avec Ziayo. Montre aussi talent, parce que nous avons les plus grands, le meilleur caméraman de France, parce que nous dit caméraman. Voilà, mais voilà les bouteilles originales, anciennement Bichabou, qui sont devenues maintenant Madras, ce qui prouve l'ancienneté de nos produits à l'époque de notre père. Donc la marque c'était Bichabou. Avant les premières usines là même, c'était la rue Barbès-la-Pointe, mais à la suite d'un incendie qui fait en 1948, il était de l'usine là, il est installé à l'assainissement côté de l'ancienne clinique Le Mestre, et depuis 1976 à Jarry. Ok, eh bien, voilà, nous remontons sur l'histoire, c'est ça qu'on appelle l'histoire, le monde qui a parlé de l'histoire au pays.
l'histoire de l'industrie. Eh bien, celui-ci qui a fait partie de l'histoire et qu'on va créer va faire partie de l'économie de la Guadeloupe, parce que nous avons parlé beaucoup des problèmes économiques. Alors, les peuples qu'on a créé, la vie sur le combat. Alors, nous allons continuer à montrer ça, d'autres encore avec la Maison Magras.